Donc bonjour à toutes et à tous. On est super contente de vous voir aussi nombreux un lundi matin pour la conférence sur les ados et l'alcool. On va juste introduire en quelques petites minutes pourquoi est-ce qu'on fait cette conférence et qui l'organise, et après on vous laissera avec Sophie qui va entrer dans le vif du sujet. Alors vous dire que la conférence elle est organisée notamment par Réjouissance. Alors je vais laisser Alexia parler. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Alexia Majeux, je travaille à la cellule Réjouissance de l'Université de Liège. C'est une cellule en fait de médiation scientifique, on essaye de faire découvrir les sciences et ce qu'on étudie à l'université au plus grand nombre, adultes, enfants, voilà, donc le milieu scolaire est notre cible entre autres. Et nous organisons des activités régulières, notamment au Printemps des Sciences, que vous devez probablement connaître, mais je préfère quand même vous le dire au cas où certaines écoles ne seraient pas encore au courant. Il ne faut pas hésiter à s'abonner sur notre newsletter, sur notre site internet de Réjouissance, que vous trouverez facilement en tapant bêtement Réjouissance Liège sur Google, vous tomberez sur le site internet. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, comme ça vous êtes au courant de toutes les activités que nous organisons. Et on organise aussi effectivement des activités grand public, donc vous n'hésitez pas à venir avec vos parents. Ça ne s'adresse pas uniquement aux professeurs, et voilà, vous aurez connaissance de plein de petites expériences qu'on peut faire, même à domicile. Enfin, c'est assez impressionnant quand on participe au Printemps des Sciences notamment. On organise la Nuit des chercheurs aussi à la Médiacité. Voilà, tout un tas d'activités, et on collabore depuis plusieurs années avec Réalisme pour ce type de conférence. N'hésitez pas à vous tenir aussi au courant, les professeurs, parce qu'il est possible qu'un jour on refasse cette conférence pour le cycle 4, 5, 6, qu'un jour ça se mettra, pour notre aimable oratrice du jour. Voilà, un tout grand merci d'être présent. Je repasse la parole à Réalisme. Et donc, avec ma collègue Corinne, on travaille pour Réalisme. Donc, c'est le réseau pour la santé mentale des enfants et des adolescents de 0 à 23 ans. Je ne vais pas m'étaler sur ce qu'est Réalisme parce que ce serait très très long, mais on a un site internet si jamais. Sur notre site internet, vous voyez tous les événements qu'on organise. Vous avez aussi accès à la liste des psychologues qui sont gratuits pour les jeunes sur notre site internet, les équipes mobiles, etc., en cas de besoin. Et vous dire aujourd'hui que la conférence, elle s'inscrit dans le cadre de la Semaine internationale de la santé mentale. Et donc, Corinne va vous expliquer tout le programme de cette semaine. Alors, merci Louise. Effectivement, alors on inscrit, nous, le projet Nomade, donc le projet auquel vous participez aujourd'hui, dans le cadre de cette Semaine de la santé mentale. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment de permettre à tout le monde, et en particulier ici aux jeunes, de pouvoir parler de bien-être et de santé mentale en toute liberté. Alors, on a voulu cette année pouvoir inscrire le bien-être et la santé mentale à travers différents prismes, puisque l'idée, c'est de pouvoir vraiment parler de tout, de toute une série de thématiques et d'axes autour de conférences. Encore merci d'ailleurs d'avoir accepté cette conférence aujourd'hui, autour de ciné-débats, d'expositions également. Donc, il y a pas mal il y a deux galeries qui exposent des projets de jeunes qui ont été réalisés sur la thématique du bien-être et de la santé mentale. On a, comme je le disais tout à l'heure, des projections de films mercredi en matinée et en soirée, mais aussi le jeudi avec un invité de choix, puisqu'il y aura dans les animateurs le délégué général aux droits de l'enfant. Alors, c'est la seule date qui n'est pas sold out, donc si vous avez envie de participer, n'hésitez pas. Et alors, on clôture cette grande semaine par des stands en ville, donc place de l'Opéra. On est avec différents partenaires du monde de l'aide et du soin, mais aussi du monde culturel, pour vraiment discuter de ce bien-être et de cette santé mentale avec toute une série d'animations. Vous êtes évidemment les bienvenus. Donc n'hésitez pas à consulter notre site. Vous pouvez vous inscrire si vous avez envie de venir découvrir ce que les professionnels ont à vous dire, ou même pouvoir leur poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et la dernière clôture du vendredi, c'est un concert au Cultura, un concert de rap avec des jeunes qui ont écrit pour les jeunes. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez envie d'écouter un peu de musique fin de semaine, vous êtes les bienvenus. Voilà, je vous remercie. Sans plus attendre, nous allons laisser la parole au docteur Sophie Laguesse, que vous connaissez peut-être, qui est chercheuse qualifiée au FNRS, qui travaille à la faculté de médecine et au Giga Neurosciences. Et je profite pour la remercier encore une fois d'être présente, fidèle au poste, quand on la sollicite. Merci beaucoup.
Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, je ne suis pas prof en général, je suis chercheuse à l'Université de Liège. Je travaille sur l'alcool et ses effets sur le cerveau des adolescents. Et aujourd'hui, l'idée, c'est juste de vous expliquer un peu comment et pourquoi on étudie l'alcool à l'adolescence. Et on va commencer, puisque c'est lundi matin et que tout le monde n'est pas bien réveillé, par un petit caout. Je pense que vous avez été prévenus. Attendez. Il faut que je connecte. Une seconde. Je dois... Une petite seconde, je dois modifier un truc. Non. On ne va pas pouvoir tous rejoindre le caout, malheureusement. Il y en a qu'un certain nombre qui ont pu rejoindre. Mais on va quand même tous le faire ensemble, ça ne change rien. Vous n'aurez juste pas la réponse sur le téléphone, mais on aura une idée quand même. Apparemment, le principe, je pense que vous connaissez. Et donc, on va partir sur les questions. La première question, l'alcool est-il une drogue? Vrai ou faux? Alors, on va faire un appel dans la salle. Ceux qui pensent que c'est vrai, levez la main. Ah ben non, il n'y a pas encore la réponse. Est-ce que ceux qui ont participé au caout ont mis? Qui pense que c'est faux? Quand même quelques-uns. Alors, pour répondre à la question, l'alcool est une drogue. Oui, effectivement. Une drogue, c'est quoi? Si on regarde la définition dans le Larousse, c'est une substance psychotrope. Alors, psychotrope, ça veut dire quoi? C'est une substance chimique qui agit sur le cerveau et qui modifie les fonctions, la perception, l'humeur et le comportement. On peut donc dire que l'alcool est une substance psychotrope.
Et non seulement cette substance doit être psychotrope, mais elle est généralement nuisible pour la santé, susceptible de provoquer une toxicomanie et consommée en dehors d'une prescription médicale. Ça, c'est la définition d'une drogue. Alors, il faut séparer les drogues licites, celles qui sont autorisées, et les drogues illicites. Donc, les drogues licites sont autorisées et réglementées par la loi. Par exemple, l'alcool, le tabac, on ne peut pas acheter de la bière en dessous de 16 ans, pas de spiritueux en dessous de 18. Le tabac est réglementé aussi. Et les drogues illicites, par contre, sont interdites par la loi. On parle ici d'héroïne et de cocaïne. Je repasse. Parmi ces drogues, laquelle est la plus dangereuse ? Alors ici, j'ai 2 qui pensent sur 10, 2 qui pensent que c'est l'alcool, 2 qui pensent que c'est la cocaïne et 4 qui pensent que c'est les champignons hallucinogènes. Et la réponse, vous pouvez la voir, c'est l'alcool. Étonnamment. Pourquoi ? On va regarder ici la dangerosité d'une drogue. Alors la dangerosité, c'est quoi ? Il y a 3 critères. Il y a d'abord la dangerosité pour le consommateur. La dangerosité pour le consommateur, je ne sais pas si vous voyez, oui. Elle est ici, sur l'axe ici. Non, pardon. Préjudice personnel. Le consommateur, c'est en dessous, score de préjudice personnel. Plus une drogue est vers la droite, plus elle est dangereuse pour la personne qui la consomme. On a aussi un score de préjudice pour la société, qui est cet axe-ci, et donc plus une drogue est en haut, plus elle est dangereuse pour la société. On peut voir que les champignons hallucinogènes, qui avaient pourtant la meilleure réponse dans la question du caout, eh bien, oui, ils sont dangereux, bien sûr, mais ils sont peu pour la société, moyennement pour le consommateur. On va plus haut, on peut reconnaître ici la nicotine, la cocaïne, la méthamphétamine, et voici l'alcool. Les seules drogues qui dépassent la dangerosité que l'alcool, c'est le crack et l'héroïne. Quand on parle de dommages pour l'individu, on pense à des dommages physiques et psychiques, des dommages graves à la santé mentale, physique, des conséquences à long terme sur le trouble du comportement, et surtout une progression vers ce qu'on appelle la dépendance, c'est-à-dire l'usage d'une substance qui passe à un usage nocif pour aboutir à une dépendance quand on ne peut plus s'en passer. Les préjudices pour la société, eh bien, la toxicomanie est associée à un risque accru d'accident du travail, d'accident de la route, je ne vous apprends rien, qui entraîne des conséquences graves et des coûts élevés pour la société. Le coût social est aussi à prendre en compte dans le coût de la société, c'est les dommages sociaux qui peuvent affecter des familles, des communautés et tout le système de santé. Je reste sur la dangerosité de l'alcool. Le 3e critère, c'est le potentiel toxicomanogène. On peut regarder ici sur le tableau, vous voyez la dépendance physique et la dépendance psychologique. Et vous pouvez voir que l'alcool est en fait la drogue qui a le plus de dépendance physique et psychologique. Alors la dépendance physique, je pense que vous connaissez tous vous savez en tout cas tous de quoi on parle quand on parle du symptôme de sevrage. C'est un ensemble de symptômes qui apparaît lorsqu'on arrête de prendre le produit. Ces symptômes sont physiologiques, ils peuvent entraîner des tremblements, par exemple, chez les alcooliques, des sueurs, des douleurs, ils peuvent varier en intensité, en nature, selon la substance. Le potentiel toxicomanogène est aussi dû à ce qu'on appelle la tolérance, c'est-à-dire que le corps s'habitue à la substance, ce qui entraîne un besoin d'augmenter les doses à chaque fois pour ressentir le même effet. Ça, c'était pour la dépendance physique. Pour la dépendance psychologique, on appelle le craving, en anglais, c'est le besoin irrépressible de consommer de la drogue. C'est une envie intense, incontrôlable de la consommer, même en présence d'effets négatifs sur la vie. On pense aussi à l'obsession de la consommation. La pensée de la drogue devient centrale dans la vie de la personne qui recherche
activement le produit de manière compulsive et ça a un impact sur la vie quotidienne, des conséquences néfastes sur la vie sociale, professionnelle, économique et émotionnelle. Question suivante. Le whisky est plus dangereux que la bière ou le vin? Vrai ou faux? Ah, vous répondez fort vite. Eh bien, c'est faux. On avait pourtant une majorité qui pense que le whisky est plus dangereux que la bière ou le vin. Alors, quelle est la bonne réponse? C'est faux. Et comment est-ce que je vais vous expliquer ça? Eh bien, simplement, chaque alcool, il a son verre type. On a un verre de bière type, un verre de vin type, un verre de spiritueux type, dont un verre de whisky. Généralement, on ne se sert pas un whisky de 25 centilitres. Eh bien, un verre d'alcool standard, de bière, de spiritueux, ça contient la même quantité d'alcool pur. On parle de 10 grammes d'alcool. Donc, un verre, c'est un verre. Que ce soit 25 centilitres de bière, 10 centilitres de vin ou 2 centilitres de whisky. Alors, bien sûr, il y a verre et verre. Et quand on se sert des bières aussi grosses que ces deux messieurs, on dépasse un tout petit peu la limite. Alors, ça coin. Alors, pour la prochaine question, je vais demander à ceux qui sont dans le jeu d'attendre avant de répondre. La question, on peut faire une overdose mortelle avec l'alcool? Vrai ou faux? Alors, je vais sonder la salle avant que vous ne répondiez tous. Qui pense que c'est vrai? Et qui pense que c'est faux? Je vous laisse répondre, les joueurs. Eh bien, nous avons un 100% de correct. C'est vrai. En fait, l'overdose alcoolique mortelle, elle est fréquente. Le coma éthylique, c'est une overdose alcoolique. C'est juste qu'on utilise plus souvent le mot coma éthylique, qui vous parle probablement plus qu'overdose alcoolique. Elle survient à une alcoolémie entre 3 et 4 grammes par litre. Et alors, on peut mourir d'un coma éthylique de deux manières différentes. Soit par arrêt respiratoire, parce que l'alcool, il a la capacité d'endormir le corps. Et si on en prend vraiment, vraiment beaucoup, le corps s'endort vraiment, vraiment beaucoup jusqu'au moment où il oublie de respirer et on peut mourir d'un arrêt respiratoire. La deuxième façon, elle est un petit peu moins classe, on va dire, c'est par étouffement suite au vomi qui suit la prise d'alcool trop forte. Alors, ce qui est extrêmement dangereux avec l'alcool, c'est que la dose qui est nécessaire pour ressentir des effets, elle est assez proche finalement des doses qui peuvent amener à un coma éthylique. C'est une des drogues dont le ratio entre trop et juste assez est assez petit. Ça coin mène toujours la bataille. Je demande encore que vous attendiez les quiz, s'il vous plaît. L'alcool est la drogue qui tue le plus en Europe. Vrai. Faux, c'est la nicotine. Faux, c'est l'héroïne. Faux, c'est la cocaïne. Alors, qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? C'est la nicotine. Qui pense que c'est faux? C'est l'héroïne. Et qui pense que c'est faux? C'est la cocaïne. Faux, c'était une petite question piège puisqu'on parle d'alcool aujourd'hui. Alors non, ce n'est pas la drogue qui tue le plus en Europe, c'est la cigarette. Mais l'alcool arrive en deuxième position. Si on regarde ici le graphique, il est assez clair, le petit schéma. C'est en France, ici, les morts dues à la drogue, licite ou illicite. Donc on voit que c'est le tabac qui fait le plus de morts, 78 000 morts en France, 49 000 pour l'alcool. Et finalement, vous voyez ici le ratio, l'héroïne, on est déjà à 53 morts, mais 53, 43,
30 morts pour la cocaïne et 6 morts pour le cannabis. L'alcool arrive en deuxième position. Et dans le monde, on parle de 6 millions de décès par an liés au tabac, 3 millions de décès liés à l'alcool. Une question? Dis-moi. L'héroïne, c'est la poudre blanche qu'on s'injecte. Et donc, on n'est qu'à entre 100 000 et 250 000 décès liés à l'usage de drogues illicites. Donc, l'alcool est quand même responsable d'énormément de décès par an. Alors, question suivante. Quel est le pays qui consomme le plus d'alcool par habitant en Europe? La Belgique, la France, l'Espagne ou la Roumanie? Eh bien non, ça a été la Belgique pendant quelques années. Ce n'est plus la Belgique et c'est fort bien. C'est la Roumanie qui perd la course, j'ai envie de dire. Sur cette image, c'est une carte qui est montrée par l'Organisation mondiale de la santé. Et vous pouvez voir la consommation moyenne d'alcool par habitant et par an de plus de 15 ans en fonction du pays. Alors, les Belges ne sont pas champions du monde, mais ils consomment quand même beaucoup d'alcool, avec en moyenne 12 litres d'alcool pur, ce qui correspond approximativement à 1000 bières par habitant et par an, en moyenne. Les seuls qui boivent plus que les Belges, eh bien, c'est la Roumanie et la Géorgie, qui vont jusqu'à 17 litres d'alcool pur par an et par habitant. Donc on est près de 1300, 1400 bières par habitant, ou 20 bouteilles de vodka. Alors, l'alcool détruit les neurones. Est-ce vrai? Est-ce faux? Bien, on a un 100%. C'est vrai, effectivement. L'abus d'alcool est ce qu'on appelle neurotoxique, toxique pour les neurones. Et sur cette image, vous pouvez voir un cerveau de personne normale à 43 ans, pas si vieux, et un cerveau de personne alcoolique à 43 ans aussi. Et on peut voir chez les alcooliques une atrophie cérébrale généralisée. Donc vous voyez toutes les parties qui sont en blanc, c'est du cerveau. Toutes les parties qui sont en noir, c'est le vide ou c'est de l'eau. Et donc on voit que les parties blanches ici, sur cette image, eh bien, elles sont vraiment fort réduites par rapport à quelqu'un qui ne consomme pas d'alcool. Alors, question suivante. L'alcool est cancérigène, vrai ou faux? Vrai dès la première dose, vrai à long terme, faux, vrai seulement en cas de cancer préexistant. On avait des réponses partagées ici. Alors, la réponse, c'est que oui, c'est vrai, et ce, dès la première dose. On aurait tendance à dire c'est vrai à long terme, mais non. Dès le premier verre d'alcool, on s'attend à des effets cancérigènes. Alors, l'alcool est en fait le deuxième facteur de risque évitable de cancer. Et on estime environ 16 000 décès par cancer chaque année. Le premier facteur de risque évitable, je pense que vous le connaissez, c'est la cigarette. Et la consommation d'alcool, elle augmente les risques principalement de cancer du sein, cancer du côlon, du rectum, mais aussi les cancers de la bouche et du pharynx. Le foie, l'œsophage, l'estomac et le larynx ne sont pas en rade non plus. En plus des cancers, l'alcool perturbe également la fonction de nombreux organes. On parle du cerveau, les encéphalopathies, troubles de la mémoire, troubles du comportement, on va y revenir.
Le cœur, beaucoup d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux, des maladies digestives, beaucoup des gastrites alcooliques, et puis les fibroses, les cirrhoses, et les pancréatites, mais aussi des effets sur les parties intimes, perturbent les érections chez les hommes, par exemple, et responsable de lésions nerveuses au niveau des nerfs périphériques. Sans compter les morts sur la route, les violences familiales, les faits de maltraitance, etc., etc., etc. Tout ça, c'était pour vous faire peur sur l'usage de l'alcool. Question suivante, à partir de quand est-on alcoolique? Plus de 10 verres par semaine, quand on ne peut plus s'en passer, quand on boit avant midi ou un verre de vin tous les jours. Eh bien, très bonne réponse. Quand on ne peut plus s'en passer. Alors, on ne peut pas dire qu'on est alcoolique au-delà d'une certaine consommation. On ne peut pas dire autant de bière, vous êtes alcoolique, moins que ça, vous n'êtes pas alcoolique. Ce n'est pas aussi simple, malheureusement. Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, c'est maximum 10 verres par semaine. Et je vous rappelle, verre, c'est une bière, un verre de vin ou 2 centilitres de whisky. Donc 10 verres par semaine, au moins 2 jours sans boire, et maximum 4 verres sur un jour. Et comme je l'ai dit, l'alcoolisme, ça ne se définit pas en termes de quantité d'alcool, mais plutôt en termes de comportement. On peut dire qu'on est alcoolique lorsque l'on perd le contrôle sur sa consommation, et ça c'est très important pour la suite de l'exposé dont je vais vous parler. On parle aussi de consommation compulsive, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que ça qui est important, boire son verre d'alcool. Et la consommation en dépit des conséquences négatives, qu'elles soient liées à la santé sociale ou au niveau du travail. Question suivante. L'alcool rend agressif, vrai ou faux? Vrai. Faux, il augmente l'impulsivité. Faux, il stimule l'activité cérébrale. Ou vrai, surtout chez les garçons? Eh bien, la majorité pense, à tort, que l'alcool rend agressif. La vraie réponse, c'est qu'il augmente l'impulsivité. Alors, comment est-ce que j'explique ça? L'alcool ne rend pas vraiment agressif, en tout cas pas directement. L'alcool, il a 2 effets sur le cerveau. Il a un effet désinhibiteur et un effet anxiolytique. Donc désinhibiteur, il va diminuer la timidité et l'anxiété sociale. On ose plus quand on est saoul. Il diminue l'anxiété et la peur, et donc il provoque des comportements à risque, la prise de risque. Il augmente les passages à l'acte agressif et il augmente les passages à l'acte suicidaire. C'est en fait en diminuant les inhibitions, eh bien, tout ce qu'on a envie de faire sans y réfléchir, l'alcool nous pousse à le faire. Je passe à la question suivante. Ça coin mène toujours la barque. Vrai ou faux, les femmes supportent moins bien l'alcool que les hommes? Eh bien, je suis étonnée de la réponse. C'est vrai, les femmes supportent moins bien l'alcool que les hommes. Pourquoi? Eh bien, il y a 3 raisons à ça. Différence de corpulence en moyenne. En moyenne, les femmes sont plus petites que les hommes. Il y a une différence corporelle en pourcentage de graisse. Ça, c'est la nature qui l'a voulu. Les femmes ont un pourcentage de graisse plus élevé que les hommes. Et l'alcool, il a tendance à aller se mettre au niveau de la graisse. Et on a aussi des différences au niveau du métabolisme de l'alcool, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent plus vite le détoxifier que d'autres. L'alcool, il passe dans notre foie. Et il y a une petite machine comme ça qui le dégrade en acétate, en acétaldéhyde. Et chez certaines personnes, cette petite machine, eh bien, elle fonctionne mieux que chez d'autres. Par exemple, certaines personnes sont allergiques à l'alcool parce que cette petite machine, elle est déficiente dans leur foie. Et c'est ces personnes, par exemple, qui, après un verre d'alcool, vont devenir tout rouges, avoir très chaud et ne supportent pas boire plus qu'un verre, par exemple.
Oups. Alors, l'alcool est-il plus dangereux chez les adolescents que chez les adultes? On va rentrer dans le vif du sujet. Oui, non, ça dépend du type d'alcool et oui, surtout chez les garçons. Eh bien, je suis bien contente de voir ça. Effectivement, l'alcool est plus dangereux chez les adolescents que chez les adultes. Je mets le podium de nos participants. Et puis, je vous explique pourquoi l'alcool est plus dangereux chez les adolescents que chez les adultes. Bravo, ça coin. Alors, on repart. L'alcool est donc plus dangereux chez les adolescents que chez les adultes. Alors, pourquoi ? On va rentrer un peu dans le vif du sujet sur ce que moi j'étudie et je vais vous montrer comment au laboratoire on étudie ça aussi. Alors, toute chose, il faut savoir ce qu'il se passe dans notre cerveau quand on regarde un verre d'alcool. Eh bien, il y a deux régions du cerveau qui sont extrêmement importantes. La première, c'est le striatum. Alors, le striatum, c'est une région basique. Elle fait partie de la partie primitive du cerveau, ce qu'on appelle le système de la récompense. Son rôle, c'est facile, c'est chercher la récompense, chercher le plaisir. Donc, elle cherche le plaisir et elle fait des habitudes. Le striatum, c'est un peu la mauvaise conscience. L'impulsive, celle qui, devant le verre, va dire « bois ». En face, on a le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, il est plus évolué. Il permet de contrôler les pulsions et de prendre les bonnes décisions. Le cortex préfrontal, c'est en quelque sorte notre bonne conscience. Le Jiminy Cricket, celle qui dira « non, ne bois pas ce verre d'alcool ». Alors, des études ont montré que boire de l'alcool, eh bien, ça va modifier les neurones du striatum et ça va rendre cette partie basique du cerveau plus fort, plus puissant. Mais heureusement, tous les gens qui consomment de l'alcool ne deviennent pas alcooliques. Pourquoi ? Eh bien, grâce au cortex préfrontal, qui, chez 90% de la population, est suffisamment fort pour exercer un contrôle sur le striatum. C'est lui qui l'empêche de façonner des habitudes et de consommer de l'alcool. Mais ce qu'on observe chez les gens qui souffrent d'addiction à l'alcool, c'est un cortex préfrontal qui est plus faible, qui est donc trop faible pour se battre contre le striatum, et c'est au striatum que revient la victoire finale. Une fois qu'il a gagné, le striatum, il va prendre le contrôle et il va associer un sentiment de plaisir aux consommations d'alcool, puis ça va devenir une habitude, puis une nécessité, et puis une consommation compulsive qui induit la dérive vers l'alcoolisme. Alors la question que nous, on s'est posée au laboratoire, c'est mais tiens, d'où est-ce que cette faiblesse du cortex préfrontal chez les personnes alcooliques, elle vient? Pourquoi, chez certaines personnes, cette partie du cerveau, elle est plus faible et trop faible que pour faire son rôle normal de contrôler le striatum? Alors pendant des décennies, pendant très très longtemps, l'addiction à l'alcool a été considérée comme une pathologie qui se développe à l'âge adulte. Mais au cours des dernières années, on a de plus en plus d'études qui semblent indiquer que les racines de cette addiction à l'alcool, elles commencent à pousser plus tôt dans la vie, et on a identifié l'adolescence comme une région de vulnérabilité extrême. Pour vous donner un exemple, voici les résultats d'une étude épidémiologique qui a été réalisée sur 80 000 personnes aux États-Unis et qui montre une relation claire entre l'âge de la première consommation d'alcool, que ce soit une gorgée d'alcool ou une bouteille entière, et le risque de développer une dépendance à l'âge adulte. Et on peut voir que boire de l'alcool pour la première fois avant l'âge de 13 ans, eh bien, ça augmente le risque de développer une dépendance alcoolique de 47% plus tard dans la vie. Et on peut voir que ce risque il passe à 38% lorsqu'on boit pour la première fois à 15 ans, à 25% à 17 ans, à 9%. Il n'est plus que de 9% lorsqu'on commence à boire après 21 ans. Et pourtant, je ne vous apprends rien, les adolescents consomment régulièrement de l'alcool. On estime que près de 40% des élèves du secondaire consomment de l'alcool au moins 2 fois par semaine. Mais ce qu'il y a de plus interpellant que les quantités d'alcool qu'ils boivent, c'est le mode de consommation. On estime que près d'un tiers des adolescents
pratiquent ce que l'on appelle le binge drinking. Alors le binge drinking, ou en français la biture express, c'est quoi? Eh bien, c'est boire beaucoup en peu de temps. Et on peut voir que le binge drinking, il est atteint avec 5 verres, donc je vous rappelle 5 bières, 5 verres de vin ou 5 petits verres, 5 shots, en 2 heures chez les hommes, 4 en 2 heures chez les femmes, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, les femmes supportent moins bien l'alcool que les hommes. Alors, le but du binge drinking, c'est quoi? Je ne vous apprends rien. C'est être sous le plus vite possible pour profiter de l'effet désinhibiteur de l'alcool, dont on a parlé aussi, et faciliter les interactions sociales. Alors, le binge drinking d'alcool, il est particulièrement dangereux. Pourquoi? Parce qu'il amène à des niveaux d'intoxication élevés. Les niveaux d'alcool dans le sang montent rapidement. Et ça entraîne des conséquences malheureuses comme des comas éthyliques ou overdose alcoolique, des accidents et des décès, mais aussi une grande toxicité pour le cerveau. Alors, avec tout ça, est-ce qu'on peut dire que boire de l'alcool à l'adolescence, c'est plus dangereux que boire de l'alcool quand on est adulte? Eh bien oui, simplement parce que le cerveau adolescent, il n'est pas mature. Donc je peux m'adresser à vous tous aujourd'hui pour dire que votre cerveau, il n'est pas encore fini. Après la naissance, le cerveau, il continue à maturer jusqu'à l'âge de 20 ans environ. Et sur cette image, on peut voir le schéma de l'évolution de la maturation du cerveau. Les parties en bleu sont les parties matures, les parties en rouge et en vert sont les parties immatures. Et ce qu'on peut voir, c'est que la maturation du cerveau, elle ne se fait pas n'importe comment. Elle commence de l'arrière et elle progresse vers l'avant du cerveau. Et de ce fait, notre cortex préfrontal, la bonne conscience, elle est située juste derrière notre front et c'est la dernière région du cerveau à devenir mature. Et devinez quoi, son pic de maturation, il a lieu en plein pendant l'adolescence. Alors le cortex préfrontal, c'est le siège de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Il permet l'attention, la communication, le contrôle des émotions et le fait de faire des actions dirigées vers un but. C'est le centre de la réflexion. Et quand on y pense, cette immaturité du cortex préfrontal chez les adolescents, eh bien, elle explique en grande partie ce qu'on appelle les comportements typiques de la crise d'adolescence, avec impulsivité, incapacité à contrôler ses émotions et désir accru de prise de risque. Donc, en quelque sorte, on peut dire, et vous pouvez vous dire, que les adolescents, si vous avez du mal à gérer vos émotions, et nous, en tant que parents, on se dit que si les adolescents prennent toujours les mauvaises décisions, eh bien, ce n'est pas entièrement leur faute, c'est un peu celle de leur cortex préfrontal immature. Et ensemble, ces comportements à risque des adolescents et l'immaturité du cerveau les rendent plus vulnérables que les adultes au danger de l'abus d'alcool. Alors, comme je l'ai dit, je suis chercheuse. C'est quoi notre recherche? Quel est son but? Eh bien, des études chez l'homme ont suggéré que l'abus d'alcool pendant l'adolescence pouvait augmenter significativement le risque de développer une dépendance alcoolique plus tard dans la vie. De l'alcoolisme, mais pas que. On parle également de troubles de l'anxiété ou des troubles dépressifs. Mais les mécanismes par lesquels l'alcool agit sur le cerveau pour favoriser le développement de ces troubles psychologiques et comportementaux n'est pas encore bien compris. Notre hypothèse, c'est que l'alcool pourrait perturber la maturation du cortex préfrontal à l'adolescence, ce qui le rend à l'âge adulte plus faible et incapable de fonctionner correctement. En d'autres termes, on cherche à comprendre comment le binge drinking pendant l'adolescence peut affaiblir la bonne conscience. Alors pour étudier ça, on utilise un modèle de binge drinking chez des souris adolescentes. Alors, des souris, effectivement. Pourquoi des souris? Le cerveau humain, vous allez me dire, est beaucoup plus grand, plus complexe que le cerveau d'une souris. Et effectivement, voilà un cerveau humain. Et voilà ici, il faut plisser les yeux pour le voir, le cerveau d'une souris. Eh bien, malgré leurs différences de taille, ces cerveaux, ils sont organisés plus ou moins de la même manière. Et surtout, le cortex préfrontal, qu'on peut voir ici chez la souris, eh bien, il présente des fonctions similaires à celles du cortex préfrontal humain. Il est bien sûr moins évolué, mais les fonctions basiques, c'est-à-dire de contrôle du striatum, sont préservées. Le grand avantage de l'utilisation des souris, c'est leur homogénéité. Dans un échantillon de laboratoire, on n'a, pour ainsi dire, pas de différence génétique. Elles sont toutes les mêmes. Et on n'a aussi pas du tout de différence environnementale puisqu'elles sont hébergées dans les mêmes cages, dans le même environnement.
Et de plus, contrairement aux humains, les souris ne présentent pas de consommation multiple, il n'y a pas de tabac, d'autres drogues, etc. Et donc pour toutes ces raisons, on a décidé d'étudier les effets de l'alcool sur la maturation du cortex préfrontal des souris adolescentes et les conséquences comportementales. Et les résultats qu'on obtient sur souris, eh bien, ils peuvent être, dans une certaine mesure évidemment, extrapolés à la situation chez l'homme. Alors, on utilise des souris qui consomment volontairement de grandes quantités d'alcool, sans être forcées et sans restriction d'eau et de nourriture. Et pour la petite histoire, ce sont des petites souris noires qu'on appelle des C57. Et avec certains chimpanzés, ce sont les seuls animaux dans la nature, excepté les hommes évidemment, qui consomment volontairement de l'alcool. Alors, le modèle qu'on utilise s'appelle Drinking in the Dark, boire dans le noir, parce que les souris, c'est des animaux nocturnes, et donc elles sont actives pendant la nuit et elles consomment de l'alcool pendant la nuit. C'est un petit schéma ici qui représente la situation. Nos souris, elles sont adolescentes 29 jours après la naissance jusqu'à 40 jours. L'adolescence est très courte chez la souris. Et elles ont accès à une solution d'alcool 20%, donc juste de l'alcool mis dans l'eau pendant 4 heures par jour, pendant 10 sessions au cours de leur adolescence. Alors ce modèle, il a été designé pour mimer en quelque sorte une situation chez l'humain où les adolescents binge drink 3 fois par semaine entre 14 et 18 ans. Voici un graphique qui montre la consommation d'alcool de nos souris. Et alors on peut voir que les femelles en orange, eh bien, elles consomment significativement plus d'alcool que les mâles en bleu. Et pour faire le parallèle avec la situation chez l'homme, depuis toujours, j'ai envie de dire, les hommes consomment plus d'alcool que les femmes. Et bien, au cours des dernières années, au cours des 5 dernières années, la tendance s'est inversée. Et donc, on a le même nombre de femmes et d'hommes qui consomment de l'alcool. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas, on a un parallèle chez la souris. Alors, je vous dis qu'elle consomme beaucoup d'alcool, oui, mais ça ne vous dit pas grand-chose, parce que les chiffres ici sont exprimés en grammes d'alcool consommés par kilo de souris en 4 heures, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si on regarde la concentration d'alcool dans le sang de ces souris, on peut voir eh bien, d'abord qu'elle dépasse largement la limite légale pour l'alcool au volant. Et pour faire le parallèle, elle consomme la même quantité d'alcool qu'un humain qui boirait une demi-bouteille de vodka en 2 heures. Alors, on a étudié les conséquences du binge drinking à l'adolescence sur les comportements de nos souris, à 2 points dans le temps. Donc les souris, elles boivent uniquement pendant leur adolescence. Et on va les tester à court terme, à la fin de l'adolescence, ou à long terme. Et entre les deux, elles ne consomment pas d'alcool. Ce schéma, eh bien, ça mime la situation chez l'homme, où des adolescents, comme je l'ai dit, binge drink 3 fois par semaine entre 14 et 18 ans. On teste leur comportement à 19 ans ou à 35 ans. Qu'est-ce qu'on a étudié ? On a étudié l'anxiété, la tendance à la dépression, les performances cognitives, la flexibilité comportementale, et j'expliquerai ce que c'est un peu plus tard, et les troubles d'addiction à l'alcool. Tous ces comportements, eh bien, ils dépendent en partie ou majoritairement de la fonction du cortex préfrontal. Et donc, analyser ces comportements, ça va nous donner une idée de la qualité du cortex préfrontal. Alors, comment est-ce qu'on étudie l'anxiété chez des souris ? Eh bien, on utilise un test de comportement qui s'appelle l'Elevated Plus Maze ou le labyrinthe en croix surélevé. Et dans ce dispositif, vous pouvez voir qu'il est à hauteur d'1 mètre du sol et qu'on a 2 bras ouverts et 2 bras fermés. Et la souris, eh bien, elle a naturellement envie d'explorer, mais c'est aussi un animal de proie qui a peur des prédateurs. Et donc, elle est tiraillée entre l'envie d'explorer son environnement et l'envie de se cacher pour ne pas être dans l'environnement ouvert. Et en fait, c'est simple, plus une souris est anxieuse, plus elle reste dans les bras fermés, là où elle se sent protégée. Alors, sur cette vidéo, vous pouvez voir une souris adulte qui n'a bu que de l'eau pendant son adolescence. Alors oui, noir sur noir, c'est pas simple, mais vous pouvez distinguer les oreilles et la queue. Et on peut voir que la souris, eh bien, elle explore son environnement, à la fois les bras ouverts et les bras fermés. Ce que nous, on mesure, c'est le temps que chaque souris passe dans les bras ouverts et dans les bras fermés. Et on a donc une mesure de l'anxiété.
On a mesuré ça à l'adolescence, donc juste après la consommation d'alcool, et vous pouvez voir que les souris eau et les souris alcool, eh bien, il n'y a pas de différence au niveau du temps qu'elles passent dans les bras ouverts. On peut donc dire que l'alcool à court terme chez les adolescents n'a pas d'effet sur l'anxiété. Par contre, quand on regarde à l'âge adulte, vous pouvez voir une souris adulte qui a bu de l'alcool uniquement pendant son adolescence, et je vous laisse apprécier son comportement. On peut remarquer qu'elle ose beaucoup moins s'aventurer dans les bras ouverts du labyrinthe, elle hésite plus à partir et au final, elle va passer plus de temps dans les bras fermés qu'une souris eau. C'est ce qui est représenté sur le graphique ici. Donc on regarde le temps passé dans le bras ouvert et on peut voir que les souris qui ont consommé de l'alcool à l'adolescence, en rouge, eh bien elles passent moins de temps que les souris qui n'ont bu que de l'eau, ce qui suggère donc que boire de l'alcool à l'adolescence, ça va induire à l'âge adulte un problème d'anxiété. Ensuite, on a étudié des comportements dépressifs grâce à un test qui s'appelle le test de nage forcé. Ici, les souris sont déposées dans un bocal d'eau tiède et elles vont nager. Elles vont d'abord nager activement et puis, à un moment, elles vont abandonner et elles vont se mettre à flotter. Voilà, vous pouvez voir la souris qui se met en flottaison. Cette mise en flottaison, eh bien, c'est considéré comme du désespoir comportemental. Et plus une souris est dépressive, plus vite elle va se mettre à flotter et plus longtemps elle va rester immobile. Alors, je tiens à préciser que les souris ne se noient pas, qu'elles n'ont jamais la tête dans l'eau. Ce test dure 6 minutes. C'est de l'eau tiède. À la fin du test, elles sont sorties de l'eau, elles sont mises sous lampe chauffante et séchées, elles retournent dans leur cage et ce test n'est réalisé qu'une seule fois par souris. Ce que nous, on mesure, c'est le temps que la souris passe immobile et à court terme, donc à l'adolescence, de nouveau, on n'a pas de différence entre les souris alcool et les souris eau. Par contre, quand on analyse ces souris à l'âge adulte, eh bien, on peut voir que les souris alcool, ici en rouge, eh bien, elles passent plus de temps immobiles et elles s'immobilisent aussi plus vite, ce qui suggère que consommer de l'alcool à l'adolescence, ça va augmenter la prévalence de troubles dépressifs à l'âge adulte. Ensuite, on a évalué les performances cognitives des souris. Alors, on utilise pour ça ce qu'on appelle le test de reconnaissance d'un objet. Et donc, pendant 3 jours, les souris sont mises dans une cage pendant 10 minutes, comme habituation, pour s'habituer à l'environnement. Ensuite, au 4e jour, elle est mise en présence de 2 objets, 2 copies d'un même objet, 2 ronds rouges, comme vous pouvez voir ici. Et 24 heures plus tard, on remplace un des ronds rouges par un nouvel objet qu'elles n'ont jamais vu. Alors, les souris, c'est des animaux naturellement curieux et elles aiment la nouveauté. Donc, normalement, une souris, elle va passer plus de temps près du nouvel objet que de l'ancien. Et c'est ce qu'on peut voir sur cette vidéo. Voilà une souris eau. Le nouvel objet est représenté ici. L'objet qu'elle connaît est représenté là. Et donc, vous pouvez voir clairement qu'elle est beaucoup plus intéressée par le nouvel objet que par l'ancien. Alors nous, on mesure le temps qu'elle passe à explorer chacun des 2 objets et on obtient un score, un index de discrimination, c'est-à-dire la capacité de reconnaître le nouveau ou l'ancien objet. À l'adolescence, une fois encore, pas de différence entre les souris eau et les souris alcool. Par contre, voici la situation d'une souris adulte qui a consommé de l'alcool à l'adolescence. Et de nouveau, le nouvel objet, c'est aussi cette petite flasque, donc on est dans la même situation qu'à côté. Et ce qu'on remarque, c'est que oui, elle explore le nouvel objet, mais elle explore également l'objet qu'elle connaît déjà, sans vraiment de différence entre les deux. Et si on regarde l'index de discrimination ici, chez les souris qui ont bu de l'alcool à l'adolescence, on voit qu'elles discriminent moins bien les 2 objets, donc elles reconnaissent moins bien celui qu'elles ont déjà vu, et donc explorent moins le nouvel objet. Et on peut dire ainsi que consommer de l'alcool à l'adolescence va amener à l'âge adulte une diminution des performances cognitives.
Ensuite, on arrive à la flexibilité. Alors, la flexibilité comportementale, c'est quoi? Eh bien, c'est adapter son comportement en fonction de l'environnement. Et c'est super important, ce comportement, parce que la flexibilité, eh bien, elle dépend presque uniquement du cortex préfrontal. Alors, pour étudier ça, on utilise le test d'apprentissage inverse, ou reversal learning, et il se fait en 2 phases sur un labyrinthe très spécial. C'est une grande plaque de plexiglas à 1 mètre du sol, percée de 20 trous, et on a une petite boîte noire qu'on peut fixer à un des trous. La souris, on la dépose sur le labyrinthe, et dans un premier temps, on va lui apprendre où est la position de la boîte noire. Donc pendant 10 sessions, 2 fois par jour, pendant 5 jours, on met la souris sur le labyrinthe et elle doit retrouver la boîte noire. Là, c'est la première fois qu'elle le fait. Et on peut voir que naturellement, la souris, elle n'aime pas être exposée à l'environnement comme ça. Elle cherche un endroit où se cacher. Et donc là, elle n'a jamais rencontré la boîte. Et pourtant, vous allez voir que volontairement, elle décide d'y aller. Et donc, on lui apprend la place de cette boîte. Ensuite, une fois qu'elle a bien appris la leçon, eh bien, on va changer la position de la boîte. L'idée, c'est qu'elle doit désapprendre la position pour pouvoir apprendre la nouvelle position de la boîte. Et ce désapprentissage, eh bien, c'est de la flexibilité, savoir adapter son comportement en fonction d'un changement. La boîte change de place, je change mon comportement. Voici la situation d'une souris O. Donc, elle a bien appris sa leçon, elle va directement au bon endroit, et puis elle voit qu'il n'y a pas la boîte noire. Et bien, naturellement, elle va commencer à explorer le reste de son environnement. Elle se dit, ah, si la boîte n'est pas là, elle doit être ailleurs, je cherche. Et elle finit par le trouver. Ce que nous, on mesure, c'est le temps qu'elle met pour trouver la position de la nouvelle boîte. Et de nouveau, à l'adolescence, pas de défaut, pas de problème de flexibilité entre les souris qui ont bu de l'eau et celles qui ont bu de l'alcool. Par contre, à l'âge adulte, voici une souris alcool qui a été alcoolisée pendant son adolescence. Vous pouvez voir qu'elle a aussi bien appris la leçon. Elle voit donc qu'il n'y a pas la boîte au trou habituel. Et au lieu de commencer à explorer les autres trous du labyrinthe, elle retourne quand même, malgré tout, à l'ancienne position de la boîte pour être bien sûre. Est-ce que vraiment la boîte, elle n'est pas là? Et puis ensuite, elle commence à explorer les trous. Donc on a vraiment un comportement de persistance, un manque de flexibilité chez ces souris. Et c'est ce qu'on peut voir sur ce graphique ici. Donc c'est la première fois qu'on change la position de la boîte. Les souris en rouge, comme c'est de l'alcool à l'adolescence, eh bien elles mettent presque 2 fois plus de temps pour trouver la position de la nouvelle boîte que celles qui n'ont bu que de l'eau. Et ce comportement de persistance, eh bien, il dure longtemps. Donc la nouvelle position de la boîte, on entraîne de nouveau pendant 10 sessions à trouver cette boîte le plus vite possible. Et voilà la situation à la dernière session d'une souris O. Elle ne va plus chercher position là, elle va directement, elle ne se pose même plus la question, elle a bien appris la nouvelle leçon. Par contre, une souris alcool, malgré l'entraînement, malgré les sessions successives, eh ben, vous pouvez voir qu'elle continue à retourner à l'ancien endroit de la boîte avant de trouver la nouvelle position. Et ce manque de flexibilité, ce comportement de persistance, eh bien, il indique clairement un défaut de fonctionnement du cortex préfrontal. Une vidéo qui ne fonctionne pas, je vais vous la montrer dans un autre, parce qu'elle est quand même cool. Voilà. Le dernier test qu'on a réalisé, c'est un test d'addiction à l'alcool. Alors, on utilise un test qu'on appelle le choix entre 2 bouteilles. Sur cette vidéo, vous allez voir un rat, parce que, comme je vous l'ai dit, les souris, elles boivent dans le noir, les rats boivent dans la journée, donc c'est quand même beaucoup plus simple de filmer un rat. Et voilà, on lui donne le choix entre 2 bouteilles, une bouteille d'alcool et une bouteille d'eau. Et vous pouvez voir que ce rat, eh bien, il boit goulûment l'alcool. Il binge drink réellement cet alcool. Et ce rat, il va boire en une demi-heure, de nouveau l'équivalent d'une demi-bouteille de vodka chez un humain. Alors les rats, ils consomment de l'alcool, mais pas au départ, il faut les entraîner à boire de l'alcool. Pas comme les souris qui en boivent directement.
Et vous pouvez voir qu'on va donc échanger les bouteilles pour se dire, tiens, peut-être qu'en fait, il aime juste mieux boire à droite que boire à gauche. On échange l'eau et l'alcool. Et vous pouvez voir que ce n'est pas un problème de place, c'est réellement l'alcool qu'il cherche. Alors nous, on mesure la quantité d'alcool et la quantité d'eau que nos souris, elles boivent. Et on peut voir qu'à court terme, donc à l'adolescence, de nouveau, on n'a pas de différence entre les souris eau et les souris alcool. Par contre, à long terme, à l'âge adulte, on voit que les souris qui ont consommé de l'alcool pendant leur adolescence, eh bien, elles consomment plus d'alcool, ici en rouge, que les souris qui n'ont bu que de l'eau. Alors, si on fait un récapitulatif des résultats obtenus, on va observer qu'à court terme, après la dernière session d'alcool, à la fin de l'adolescence, eh bien, il n'y a pas de déficit comportemental clair chez nos souris qui ont consommé de l'alcool par rapport à celles qui n'ont consommé que de l'eau. Par contre, et c'est là que c'est inquiétant, lorsque ces souris sont testées à l'âge adulte, on observe que celles qui ont été alcoolisées pendant leur adolescence, elles vont présenter des niveaux d'anxiété plus élevés, des comportements dépressifs, une diminution des performances cognitives, un défaut sévère de flexibilité comportementale et une tendance plus nette à développer une addiction à l'alcool. Donc il apparaît clairement que dans ce modèle de souris, le binge drinking d'alcool pendant l'adolescence, il va modifier insidieusement, et j'insiste sur le mot insidieusement, le fonctionnement du cortex préfrontal. En effet, on ne le voit pas venir puisqu'à l'adolescence, on n'a pas de différence de comportement. Et il va amener à des déficits comportementaux qui ne se déclarent qu'à l'âge adulte, c'est-à-dire lorsque c'est trop tard, puisqu'on ne peut plus agir sur la consommation d'alcool à l'adolescence, à l'âge adulte. Alors la suite des recherches, c'est juste pour vous intéresser un peu à mon boulot, à la recherche fondamentale, c'est d'essayer de comprendre comment l'alcool va agir sur le cerveau des adolescents. Comment le fait de boire de l'alcool peut amener à des défauts de comportement aussi sévères comme ceux qu'on voit chez les souris. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on étudie le nombre, la survie et la morphologie des neurones du cortex préfrontal. Je vais vous montrer un ou deux exemples. On essaye également d'étudier la façon dont les neurones communiquent pour comprendre comment consommer de l'alcool à l'adolescence va abîmer le cortex préfrontal. Alors, par exemple, voici un exemple de comment on étudie des neurones du cortex préfrontal. On fait des tranches de cerveau de souris et on peut marquer certains neurones par la protéine vert fluorescent, comme vous pouvez voir ici, et on peut reconstruire ces neurones. Grâce à des programmes d'analyse, on peut voir leur branchement dendritique, mais on peut également aller voir dans ces branchements dendritiques toutes les petites épines dendritiques, les mesurer, longueur, largeur, etc. Et chaque petit point bleu que vous voyez ici sur mon neurone, eh bien, c'est un site de réception d'informations d'autres neurones, ce qu'on appelle les synapses, les connexions entre neurones. On étudie ces connexions entre neurones. Alors pour ça, eh bien, on a deux neurones qui interagissent ensemble. On va marquer un neurone d'un côté, l'autre neurone de l'autre côté, et quand elles se touchent, eh bien, ça veut dire qu'on a une connexion. C'est ce qu'on voit ici sur cette image. On voit qu'on a marqué une protéine qui s'appelle V-GLUT en rose et une protéine qui s'appelle PSD95 en blanc. Donc V-GLUT, il appartient à un neurone, PSD à un deuxième neurone. Et partout où le blanc et le rose se touchent, eh bien, on peut dire que c'est une connexion entre deux neurones. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'avec des programmes informatiques, on reconstruit les synapses et on quantifie. On essaie de voir si l'alcool va modifier le nombre et le type des synapses entre neurones dans le cortex préfrontal. Alors, on étudie également ces synapses au niveau fonctionnel, c'est-à-dire comment est-ce que les neurones communiquent, et on utilise l'électrophysiologie. Alors, je vais parler dans le détail, mais concrètement, on utilise une microélectrode ici qu'on va implanter dans un neurone et on va mesurer les courants électriques de ces cellules. Et de cette façon, on a déjà pu montrer que les neurones du cortex préfrontal, eh bien, ils envoient plus de courants spontanés. Vous pouvez le voir ici. Toutes les petites barres rouges vers le bas, eh bien, ce sont des courants spontanés. Et on peut voir qu'en conditions alcool, ils en envoient plus qu'en conditions eau. Enfin, on va aussi étudier les connexions entre le cortex préfrontal et les autres régions cérébrales avec lesquelles il interagit. Et pour ça, on utilise un micro-PET scan. Et le principe, c'est assez simple en soi, c'est qu'on utilise un glucose qui est marqué par la radioactivité.
plus une région du cerveau fonctionne, plus elle va avoir besoin de glucose pour fonctionner. Et donc, elle va accumuler plus de radioactivité. Et nous, on mesure la radioactivité. Donc, plus il y a de radioactivité, plus la région est active. Les analyses mathématiques, elles nous permettent enfin d'identifier quelles sont les régions liées au cortex préfrontal qui sont plus ou moins actives dans le cerveau des souris adultes et adolescents après consommation d'alcool. Donc voilà, en gros, ce qu'on étudie, comment on l'étudie. Et je vous remercie pour votre attention. Et je pense qu'on peut prendre le temps pour des questions de tout genre. Merci beaucoup, Sophie, pour cet exposé hyper enrichissant, très intéressant. Et je suis sûre qu'il y a plein de questions. Je vois déjà un doigt levé, donc je vais aller... N'hésitez pas, je suis là pour ça et on a le temps. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, c'est juste que je trouve que c'est... Si on avait fait ces tests sur des humains, genre ça aurait vraiment été inhumain. Mais là, vu que c'est des souris, ça va. Et enfin, je sais pas, c'est... Je sais que c'était une conférence qui était censée donner envie de ne pas boire de l'alcool. Et honnêtement, j'avais pas envie d'en boire avant et j'en ai pas envie d'en boire maintenant. Mais ça me donne aussi... Enfin, je sais pas, ça me dégoûte un peu. C'est l'utilisation des souris qui vous dérange. Oui. Je l'entends complètement. Et c'est une question que j'ai régulièrement. Effectivement, on utilise l'expérimentation animale dans nos recherches. Mais alors, il faut savoir qu'on ne fait pas ce qu'on veut, n'importe comment, n'importe quand. On utilise des souris uniquement quand on a utilisé tout ce qu'on a d'autre à notre disposition. Donc, on utilise des modèles mathématiques, des modèles en cellules de culture. On utilise même maintenant des mini-cerveaux qu'on fait pousser à partir de cellules de la peau de patients. Mais il y a un moment où on est bloqué parce que des cellules en culture ou des mini-cerveaux ou un modèle mathématique ne va pas nous permettre d'étudier des comportements complexes comme de la dépression ou de l'anxiété. Alors à ce moment-là, on doit passer sur des modèles animaux et on choisit les souris parce que c'est le modèle le plus facile à étudier. Faut savoir qu'on a des règles très, très strictes en matière d'utilisation d'animaux. Donc, on doit rendre un dossier d'éthique qui explique ce qu'on va utiliser comme souris, pourquoi des souris, qu'est-ce qu'on peut faire pour en utiliser moins, qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer l'utilisation. Et ce dossier, il est soumis à un comité d'éthique au niveau de la législation belge et il nous donne oui ou non l'autorisation. Alors, on fait tout ce qu'on peut pour réduire le nombre de souris qu'on utilise. Donc, par exemple, si on doit étudier le cerveau de certaines souris, eh bien, on va collaborer avec un autre laboratoire qui étudie le cœur et l'alcool sur le cœur pour utiliser 2 fois moins de souris qu'en général. Mais oui, malheureusement, on est obligé quelque part de continuer à utiliser ces souris parce qu'on ne peut pas faire les tests chez l'homme. On peut faire des tests rétrospectifs qui sont d'ailleurs en parallèle avec ce qu'on fait. On regarde chez les gens alcooliques ceux qu'ils ont bu dans leur adolescence, mais on n'est pas très physiologique puisqu'il y a tellement de différences au niveau génétique chez les humains, au niveau environnemental, et puis on dépend de la réponse des gens alcooliques qui doivent se souvenir de ce qu'ils ont bu à l'adolescence. Donc, ça se fait, bien sûr, mais on est pour le moment obligé de compléter avec des expériences animales. Tu peux répondre, pas de problème. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, je pense, qui ont fait l'atelier SEA n'importe quelle année. Mais souvent aussi, je ne sais pas si vous les respectez ou pas, mais souvent, ce n'est pas respecté. La façon de faire avec les souris, vous voulez dire ? Oui. Chez nous, je peux vous dire que c'est extrêmement réglementé, qu'on n'a pas du tout intérêt à faire même un pas en dehors. Si on ne peut pas utiliser une souris qui n'a pas été autorisée, parce que on a des contrôles très réguliers. Et puis, en tant que chercheur, je veux dire, moi, personnellement, ça me fait du mal aussi d'utiliser des souris. Ce n'est pas du tout pour le plaisir, c'est vraiment pas gai. Et évidemment, on va essayer de bien les traiter et de faire en sorte qu'elles soient le mieux possible. Donc, elles sont en cage avec des copines en permanence. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le modèle, on les isole uniquement pour consommer de l'alcool, et c'est de la consommation volontaire. Donc, nous, on a décidé au laboratoire de ne pas utiliser des injections d'alcool, du gavage ou d'autres façons de consommer de l'alcool qui ne soient pas volontaires. On est le plus physiologique possible, justement pour éviter des traitements un peu plus durs pour les souris. Et les comportements qu'on choisit,
Eh bien, jusqu'ici, il n'y en a aucun qui induit de la douleur, et à part la nage forcée qui induit un stress modéré pendant 6 minutes, les autres comportements ne sont pas non plus stressants. Donc je dois dire que nous, dans nos recherches, on essaye d'être le plus humain possible, et je pense que c'est le cas de la plupart des chercheurs. Alors, des dérives, il y en a sûrement eu, mais le problème, c'est que c'est ce qu'on met en lumière. Je veux dire, des organisations comme Gaïa et compagnie vont aller chercher l'exception à la règle, qui n'a pas respecté les règles en matière d'utilisation animale, et en faire des montagnes. On passe à côté des 99,9% autres chercheurs qui sont concernés par ça. Et l'expérimentation animale, c'est un sujet qui nous touche énormément en tant que chercheurs. Oui. J'avais une question, c'est quoi l'alcool le plus dangereux? Bah non, on n'a pas vu. L'alcool le plus dangereux, bien, l'alcool, c'est le même alcool qui se retrouve dans toutes les boissons alcoolisées. C'est le même alcool qu'il y a dans une bière et qu'il y a dans un shot, dans un péquet. C'est le même alcool, c'est la même molécule, donc c'est juste qu'elle est dosée différemment. Alors effectivement, si on boit des grands verres de shot comme de la bière, eh bien, on va avoir plus d'alcool que si on boit de la bière, puisqu'elle est dosée différemment. Maintenant, je profite de l'occasion pour apporter juste quelques précisions sur les alcools qui mélangent des substances, des boissons énergétiques et de l'alcool, comme par exemple les vodka Red Bull. En tout cas, à mon époque, c'était très à la mode. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais ces boissons-là, elles sont extrêmement dangereuses parce que, je vous l'ai dit, l'alcool, il endort le cerveau, et les boissons énergétiques, elles vont exciter le corps. Et donc, à un moment, on a un défaut de communication entre le cerveau et le corps et le cœur en général, et donc on peut avoir des problèmes, des palpitations cardiaques, etc., simplement parce que le cerveau il s'endort et il ne comprend pas pourquoi le corps est énergétique, et on peut avoir des problèmes cardiaques. Donc j'attire l'attention sur ces mélanges d'alcool et de boissons énergétiques qui sont absolument à éviter. Merci. Pourquoi l'alcool est autorisé alors qu'il y a des drogues qui sont plus dangereuses? Je t'en prie. Donc ta question c'était bien pourquoi on n'interdit pas l'alcool, grosso modo. En fait, on n'interdit pas l'alcool simplement parce qu'on a déjà essayé. Aux États-Unis, il y a quelque temps, on a fait ce qu'on appelle la prohibition, qu'on a interdit l'alcool. Le problème, c'est que la mafia s'en est mêlée, parce que c'était c'est un nouveau alcool, c'est une nouvelle drogue illicite. Donc, bien évidemment, tout ce qui est illégal, ça rapporte plus d'argent. Donc, la mafia s'en est mêlée. C'était parti en cacahuète, mais vraiment, c'était un bordel. Non, mais vraiment, parce qu'il y avait des personnes alcoolisées, il y avait des personnes qui avaient besoin de l'alcool. Et on les prive de ça du jour au lendemain. Donc, en fait, des personnes avaient besoin encore de l'alcool. Donc, ils devaient passer par la mafia, par des trucs pas très nets. Donc, c'est pour ça que c'est parti vraiment en cacahuète. Donc, le gouvernement s'est dit, OK, on arrête, on va réinstaurer. L'alcool est à nouveau légal. Donc, sur le papier, c'est très bien, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour moi, on devrait plutôt faire plus doucement pour que les gens alcoolisés prennent le temps à ne plus avoir l'habitude de boire de l'alcool, et puis après, enfin, d'interdire ça. Mais c'est plus compliqué. Voilà. Eh bien, merci pour cette réponse. Qui est, je dois dire, tout à fait correcte. On a essayé d'interdire l'alcool. Clairement, ça ne fonctionne pas. Pour les raisons que le jeune homme ici présent a exposées, ça n'a pas fonctionné. Alors, pourquoi on n'interdit pas l'alcool chez nous? Eh bien, il y a toutes voilà, le problème, c'est que l'alcool fait partie intégrante de notre culture, et que la plupart des gens ne pensent pas que l'alcool est une drogue, ne pensent pas que ce soit dangereux, et quand des médecins demandent aux patients, par exemple, est-ce que vous consommez de l'alcool? Certains vont dire non, non, pas du tout. Et puis si on leur pose la question, est-ce que vous consommez de la bière ou du vin? Oui, 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 bien sûr.
Donc les gens ne se rendent même pas compte que la bière et le vin, ça reste de l'alcool à des niveaux qui peuvent être dangereux. Donc ça, c'est la première chose, c'est le problème culturel de l'alcool. Et puis, il y a tous les problèmes de lobby, d'économie, etc. Et ça, moi, ce n'est pas du tout mon fort, donc je vous invite à en reparler avec vos professeurs d'économie. En Belgique, par contre, l'alcool est autorisé à partir de 16 ans pour de la bière et du vin, et à 18 ans pour les spiritueux. Et là, par exemple, il y a un problème clair, puisque aujourd'hui, j'imagine que vous avez retenu que boire de la bière ou du vin, c'est aussi dangereux que boire de l'alcool fort. Donc là, il y a quelque chose à faire. Aux États-Unis, l'alcool est interdit avant 21 ans. En tout cas légalement. Mais de nouveau, comme dans la prohibition à l'époque, les gens contournent le problème, font des fausses cartes d'identité, et finalement quelque chose d'interdit pur et dur, surtout chez des gens impulsifs comme les adolescents, eh bien, ils vont justement aller en chercher par tous les moyens et peut-être en boire plus que si c'est autorisé. Donc c'est vraiment c'est un problème qui n'est pas réglable aussi simplement que de l'interdire, quoi. Alors pourquoi on n'a pas sur les bouteilles d'alcool, comme sur les paquets de cigarettes maintenant, des images horribles de cancer des poumons et dire que la cigarette tue? Pourquoi on n'a pas sur nos bouteilles l'alcool tue? Et ça, c'est une question que je me pose toujours et que j'espère que dans le futur, ça arrivera. Du coup, moi je voulais savoir, est-ce que les souris, elles ont un divertissement quelconque en dehors des Un expériences? divertissement quelconque? Oui. Des souris, ça ne joue pas beaucoup. On peut leur mettre des roues, par exemple, mais dans le cadre de nos études ici, on n'en a pas mis parce qu'il y a d'autres études qui montrent que l'activité physique, eh bien, ça va diminuer la dérive vers l'alcoolisme. Donc les souris qui sont en roue, qui courent régulièrement, qui font de l'exercice, eh bien, elles seront moins vite alcooliques que celles qui sont sédentaires, qui ne bougent pas. Et donc ça, c'est super intéressant aussi à transposer à l'être humain. Mais alors, elles sont dans des cages, dans ce qu'on appelle un milieu enrichi. Donc, ce n'est pas juste des cages avec de la litière, de la nourriture et de l'eau. Elles ont toujours c'est des petits morceaux de carton où elles peuvent faire leur nid et on leur met des mouchoirs. Donc ça, elles fabriquent un nid, en fait. Et ça les aide à rester calmes et à avoir du divertissement, comme on appelle. Et alors, elles sont toujours en groupe. On ne laisse pas des souris seules, parce que ça génère du stress aussi. Donc, elles sont en groupe de 4 par cage. Et donc, voilà, elles ont des interactions avec leurs congénères et un environnement enrichi. Et quand elles font du sport, elles sont moins addictes à l'alcool. Oui, ça, c'est pas une étude que moi j'ai faite, mais des collègues l'ont réalisée. Mais là, c'était sur des souris adultes, on n'est pas chez l'adolescent. Des souris adultes qui consomment de l'alcool, et puis on leur met un traitement soit sédentaire, soit un traitement avec de la roue tous les jours pendant 2 semaines. Et bien après, on peut voir qu'elles consomment moins d'alcool que celles qui sont restées immobiles. Donc, je pense que pas la pratique sportive, mais en tout cas l'activité physique est préconisée aussi dans les traitements chez les patients alcooliques. D'accord, merci. Excusez-moi, madame, est-ce que les études, vous faites avec les étudiants ou pas? Si, les étudiants Ici? À l'université? Oui. J'ai des étudiants qui travaillent dans mon équipe, qui viennent faire des stages, qui viennent faire des mémoires et qui viennent... donc cette étude sur l'alcool à l'adolescente, ça a été réalisé par moi et 2 étudiantes qui sont en doctorat. Donc, elles ont passé leur certification pour utiliser des animaux, parce que ça aussi, on doit le passer. Et puis, elles ont travaillé. C'est elles qui ont étudié les comportements. Et c'est elles qu'on voit dans les vidéos, d'ailleurs. Ok, merci. Il y a une question juste devant, si vous voulez faire passer le... En fait, comme vous faites des expériences qui sont genre pas normales pour elles, donc c'est pas
enfin c'est bref des expériences, c'est pas normal. Est-ce qu'il y a des risques qu'elles meurent ou qu'elles aient des problèmes ou quoi? Les souris? Oui. Avec les expériences que j'ai décrites ici, on a eu 0 mort et il n'y a pas de souris qui se comportent bizarrement. Mais de nouveau, par exemple, pour le test de reconnaissance d'un nouvel objet, pour éviter le stress, pendant 3 jours, on les laisse s'habituer à la cage. Comme ça, le stress diminue. Elles connaissent l'environnement et puis on fait le test. Donc, pour chaque test comportemental, on a une procédure qui est bien respectée pour que la souris soit... les résultats soient utilisables, que l'anxiété ou le stress ne jouent pas dans les résultats. Et donc, quand vous les faites boire de l'alcool, est-ce que ça affecte aussi sur leurs neurones comme nous? C'est ça qu'on essaye d'étudier maintenant. On étudie comment les neurones réagissent à l'alcool. Alors, on n'est pas dans des doses qui sont toxiques. On n'a pas de mort neuronale. Ça, je peux déjà vous dire. Les neurones ne meurent pas à l'adolescence, ni à l'âge adulte avec le traitement, parce qu'on leur fait boire... C'est du binge drinking, mais on n'est pas non plus dans des quantités d'alcool qui vont être neurotoxiques réellement. Donc, c'est ça l'intérêt, c'est d'essayer d'être le plus proche possible de la situation générale chez les étudiants. Donc, il y en a évidemment qui boivent énormément, beaucoup trop, mais la plupart boivent de façon... Voilà, du binge drinking léger, je vais dire 5, 6 bières en 2 heures, c'est plus ou moins la norme, donc c'est ce qu'on essaie d'étudier nous. Et on n'a pas de mort de souris, pas de mort de neurones, et toutes nos expériences sont faites pour réduire au maximum les biais, évidemment. Et comme on teste les souris à l'âge adulte, on teste aussi toujours, on a un groupe contrôle, les souris O, qui sont manipulées exactement de la même façon, et qui sont hébergés de la même façon aussi. Donc, quand on sépare nos souris pour les mettre dans les cages pendant 4 heures pour qu'elles boivent de l'alcool, on prend les contrôles et on les sépare aussi pour que ce soit exactement la même chose, en fait, puisque juste une séparation, ça pourrait déjà jouer sur les comportements futurs. Ok, merci. J'aimerais savoir si, par exemple, si il y a un adolescent qui, quand il était bébé, sa mère elle a bu de l'alcool alors qu'il était dans son ventre. Je voulais savoir si ça ne pouvait pas le rendre un peu plus alcoolique, parce que comme il y a la position du fœtus, que on avait cette position dans le ventre de la mère et qu'on a associé ça à la protection, je voulais savoir si c'était pas la même chose pour l'alcool. Alors, consommer de l'alcool pendant la grossesse, c'est extrêmement mauvais. C'est aussi c'est le deuxième projet qu'on étudie au laboratoire. Donc ça, c'est vraiment la moitié de mon temps, je le passe à étudier l'alcool pendant la grossesse. C'est très, très, très mauvais, effectivement. On ne peut pas boire d'alcool quand on est enceinte, pas un verre, pas dire juste un verre de vin, ça suffit. Non, parce que l'alcool, il va affecter le fœtus beaucoup plus fort qu'un adolescent ou qu'un adulte, parce que le fœtus, il a un foie qui est très immature, et comme je vous l'ai dit, la petite machine qui détoxifie l'alcool, elle est dans le foie. Ce qui veut dire que quand une maman boit de l'alcool, le bébé dans son ventre, il reçoit la même quantité d'alcool, mais il n'est pas capable de le détoxifier. Donc, il en reçoit beaucoup plus. Et ça provoque des nombreux troubles, ce qu'on appelle le trouble de l'alcoolisation fœtale, en fonction des cas, en fonction de la quantité d'alcool, en fonction du background génétique des gens. Ça va de légers retards d'apprentissage jusqu'à des troubles sévères, dont des troubles physiques. Et on peut reconnaître les bébés qui ont été confrontés à l'abus d'alcool pendant la grossesse. Et effectivement, ça a des dégâts graves. Mais en fait, je voulais savoir si, comme il y avait eu de l'alcool dans le fœtus, s'il n'était pas plus vite alcoolique ou pas. J'ai oublié de répondre à cette partie-là. Bien sûr, oui. En tout cas, chez l'homme, ça n'a pas été vraiment reproduit chez la souris, mais bon. Chez l'homme, souvent, c'est... En fait, les enfants, les bébés qui ont reçu de l'alcool pendant la gestation, ils ont déjà ce cortex préfrontal qui fonctionne moins bien et ils ont des problèmes généraux d'inhibition et d'impulsivité. Donc, ils vont avoir des comportements souvent compliqués, difficiles à gérer parce qu'ils n'arrivent pas à inhiber leur comportement et à réfléchir. Et donc, comme je vous l'ai expliqué sur la consommation d'alcool, évidemment, ils ont du mal à réguler leur consommation. Ils ont aussi souvent des problèmes d'anxiété et de dépression liés ou non à des problèmes de consommation d'alcool. Je veux un peu aller au-dessus parce que je pense qu'il y a des personnes qui lèvent le doigt depuis très très longtemps. Mais je ne vous oublie pas.
voulais savoir, parce que je sais que certaines personnes atteintes de troubles bipolaires développent une alcoolémie, et je m'interrogeais sur le fait de, est-ce que cette alcoolémie entretient le trouble bipolaire? Et je prends la bipolarité, mais je sais qu'il y en a d'autres aussi. Alors, les troubles bipolaires, c'est plutôt un trouble neurodéveloppemental, donc c'est plutôt génétique et pendant la construction du cerveau. Est-ce que boire de l'alcool renforce la bipolarité? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va renforcer les comportements désinhibiteurs et d'anxiété. Donc, si la partie bipolaire d'une personne, la partie impulsive, je ne sais pas comment exprimer, la consommation d'alcool va par exemple renforcer la partie impulsive de la personne bipolaire, mais n'aura peut-être pas d'effet sur la partie normale. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne suis pas du tout une experte en troubles de la bipolarité. Il y a sûrement des études qui ont été faites, mais je ne peux pas en dire plus que la partie impulsivité, ça j'en suis certaine. Bonjour. Dites, est-ce que la prise d'alcool à l'adolescence augmente la prise de drogue à l'âge adulte ou même à l'adolescence? Ça n'a pas été testé, évidemment, dans notre modèle de souris. Ce qu'on a testé, nous, en plus de la consommation d'alcool, c'est la consommation de glucose. Donc, parce que le sucre, vous savez tous, le sucre, c'est addictif aussi. L'addiction au sucre est très forte. On estime que c'est aussi addictif que de la cocaïne, par exemple. Et nos souris n'ont pas montré de différence au niveau de l'addiction au sucre. Et donc ça, c'est super intéressant en soi parce qu'on dirait, en tout cas de ce que nous, on a montré, que l'alcool a un effet qui n'est pas général sur toutes les drogues, en tout cas sur l'alcool, pas sur le sucre. Je ne peux pas vous dire sur le reste parce qu'on n'a pas testé, mais ce qui est sûr, c'est que chez l'humain, en tout cas, la consommation d'alcool va affaiblir le cortex préfrontal et donc va aussi agir sur le choix entre d'autres drogues, puisqu'on est au niveau de l'impulsivité, du problème de réprimer ses envies. On peut imaginer qu'un cerveau qui est abîmé par l'alcool, eh bien, il va avoir plus de mal à dire non à d'autres drogues également. Mais on est plutôt dans un effet secondaire, alors, à la consommation d'alcool. J'ai une dernière question. Les animaux, là, les souris et les rats, vous les trouvez où? Alors, on a des élevages de souris de laboratoire qui sont réglementés, qui sont par l'animalerie centrale de l'université qui produit des souris dans un nombre limité, parce qu'une souris, ça se reproduit extrêmement vite. Tous les 21 jours, elle peut avoir une portée de 8 bébés. Et donc, si on les laisse dans des cages se reproduire, on a des surpopulations. Donc, il faut vraiment que ce soit très bien contrôlé. Et c'est l'université qui contrôle ça. Et vous pouvez pas essayer de les trouver dans la rue? Dans le sens... Alors, les souris qu'on va trouver dans la rue, le problème, c'est qu'on ne saura pas les étudier puisqu'elles ont déjà un background génétique différent. Elles ont aussi un environnement différent, elles ont déjà connu des choses. Et donc, si on va les étudier, on va se retrouver au même niveau de problème que pour étudier l'homme, finalement, d'avoir trop de différences au niveau de la génétique, trop de différences au niveau de l'environnement. Et donc, finalement, on ne sait plus vraiment dire, tiens, ce qu'on observe, eh bien, c'est dû à la physiologie du cerveau. Ok, merci. J'ai pas de questions, hein. Vous voyez, quand vous avez fini de faire l'expérience avec la souris, vous la remettez dans la cage. Mais après, vous faites quoi avec? Genre, vous la laissez jusqu'à qu'elle meure dans la cage? Ça dépend des expériences. Pour certaines expériences de biologie moléculaire, par exemple, on a besoin d'étudier leur cerveau. Et donc on va récupérer leur cerveau. Les souris vont être sacrifiées et on utilise leur cerveau pour nos recherches. Voilà. Ok. J'ai encore une question.
Les souris que vous avez alcoolisées ou celles qui ont été dans la petite bassine, je voulais savoir si après, genre, elles avaient la fin de vie, qu'elles vivaient genre comme à la retraite ou si on les tuait après. Non, mais je pense que je viens de répondre. Pour certaines souris, on a besoin d'étudier leur cerveau, d'étudier les neurones, donc on a besoin de les sacrifier, malheureusement. Mais après, les expériences, elles sont remises en cage jusqu'au moment où on utilise leur cerveau. Donc, voilà. Moi, j'aimerais savoir si la consommation d'alcool peut déclencher des maladies psychologiques comme quand on consomme certaines drogues. Oui. Des maladies psychologiques comme l'anxiété, la dépression, c'est justement ce qu'on étudie. Et alors, l'alcoolisme est lié à tout ce qui est anxiété et dépression. Donc, on ne sait pas trop si c'est la dépression qui induit l'alcoolisme, si c'est l'alcoolisme qui induit la dépression, etc. Mais il est sûr que l'alcool n'arrange rien pour quelqu'un qui a une tendance à développer déjà une dépression. L'alcool ne va pas arranger les choses, bien au contraire. Moi, c'est pas vraiment pour être hors sujet, mais c'est pour savoir pourquoi est-ce que l'alcool est autorisé à partir de 16 ans et pas 18 ans. C'est une excellente question que Oui, je me je pose sais. moi-même et que je poserai volontiers aux politiques. Je pense personnellement que c'est juste un problème d'information, qu'on on essaye de faire remonter le message que clairement 16 ans, c'est trop tôt, à mon sens en tout cas, et que si déjà on pouvait arriver à 18, ce serait fort bien, mais si on regarde la physiologie de l'homme, puisque le cortex préfrontal n'est mature qu'à l'âge de 20 ans, 20 ans serait l'âge idéal. Maintenant, est-ce que c'est réalisable d'empêcher les adolescents de boire jusqu'à 20 ans? Aux États-Unis, ils essayent, ça ne marche pas trop bien. Donc voilà, je pense que la prévention doit être de mise, et plutôt que dire pas d'alcool, peut-être juste dire réfléchissez à votre consommation. À partir du moment où on arrive au binge drinking, on sait que c'est mauvais. Est-ce que 4 verres en 2 heures, c'est pas suffisant? Est-ce que je ne suis pas déjà suffisamment bien? Est-ce que je ne me sens pas déjà suffisamment bien? Je profite des effets des inhibiteurs de l'alcool. Ça suffit, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, parce que plus loin, je risque d'abîmer mon cerveau. Ça, c'est une réflexion que je vous laisse. Moi, c'est trop tard. Ok, merci. Bonjour, est-ce que l'alcool influence les problèmes de sommeil? Alors oui, il y a, oui, bien sûr. Les alcooliques dorment très mal, et du coup, ils boivent de l'alcool pour arranger des choses qui abîment encore un peu plus leur sommeil, et ils reboivent encore de l'alcool, donc on est dans un cercle vicieux. Boire de l'alcool pour mieux dormir, ça c'est une utopie, ça n'existe pas. Donc tous ceux qui seraient tentés de se dire je n'arrive pas à dormir, je vais aller boire une bière, ça va me dolzer, je vais aller dormir. Non, ça va peut-être donner l'impression à l'endormissement, puisque le cerveau, l'alcool va endormir le cerveau, mais la qualité du sommeil est nettement moindre, et donc au final il n'y a pas de bénéfice à boire de l'alcool pour dormir. Merci. En fait, c'était pour savoir si les mélanges avec l'alcool et les médicaments type neuroleptiques, anxiolytiques et tout ça, quel dommage ça pouvait avoir sur le cerveau? Alors, quand j'ai parlé de la petite machine dans votre foie qui détoxifie l'alcool, eh bien souvent c'est la même qui détoxifie les médicaments, dont les neuroleptiques, dont les anxiolytiques. Et donc, si on prend des anxiolytiques, la machine fonctionne, hop, tout va bien, on boit de l'alcool en plus, la machine elle est saturée, et donc elle va moins vite détoxifier ces médicaments-là, et donc les effets et de l'alcool et du médicament vont être amplifiés. C'est pour ça qu'on dit toujours ne pas boire d'alcool en prenant des médicaments, déjà même juste des antibiotiques, mais n'importe quel médicament va être, son effet va être plus fort si on consomme de l'alcool. Du coup, je reviens à ce que Randy il avait dit sur le dosage avec l'alcool et les millilitres. Du coup, ça reste quand même 33 centilitres. Ça reste 10 grammes d'alcool, non? Dans chaque verre, c'est ça?
10 grammes d'alcool dans une bière de 25 centilitres, dans un verre de vin. Et dans un, Voilà, et dans un pas shot les de grands verres de whisky. vin. Hein. Et le problème, c'est que de plus en plus, on fournit des verres qui sont de plus en plus grands. Donc, les verres de vin actuels, eh bien, il y en a certains qui sont énormes, en fait. Et ça augmente la quantité de vin qu'on met dedans. Et ça, c'est vraiment pas une bonne chose non plus. Donc, je pense que la taille du verre peut aussi aider à la prévention. Mais toutes les unités, c'est 10 grammes d'alcool pour un verre standard. Pour tous les verres, standard. Un verre de 25 centilitres de bière, un verre de vin normal et 2 centilitres de whisky. Voilà. Alors pourquoi à 16 ans on a le droit de boire de la bière alors que c'est pareil que boire un verre de whisky? Ça, c'est la question qu'il faudrait poser au gouvernement. Je suis ravie que quelqu'un d'autre que moi se pose la question et que ça fait le chemin. C'est complètement ridicule puisque si on boit 5 bières ou 5 shots, ça revient au même. Sauf que 5 shots, c'est pas autorisé, 5 bières, c'est autorisé à 16 ans. Chercher l'erreur, je pense que tout le monde a bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ici. Mais aussi, j'ai une proposition cette fois-ci pour votre étude. Dis-moi. Peut-être que les souris, elles se disent, quand elles se font prendre pour aller boire de l'alcool, du coup, ou l'eau, elles se disent qu'elles vont plus jamais revoir leurs amis et du coup qu'elles n'ont plus rien à perdre. Qu'elles vont plus revoir leurs amis et qu'elles n'ont plus rien à perdre. Peut-être la première fois, mais après chaque session d'alcool qui dure 4 heures, on les remet dans la cage de leurs amis, comme elles sont quand même capables d'apprendre les choses. Après, elles comprennent assez vite qu'elles y retournent. Et d'ailleurs, il y a certaines souris qui ne consomment pas du tout d'alcool. On arrive à plus ou moins 1 sur 10. On ne sait pas pourquoi, c'est à étudier, mais on n'a pas encore les résultats de ces études-là. Et il y en a qui ne boivent pas d'alcool, il y en a qui boivent moins que d'autres. Donc, ce n'est pas un comportement de désespoir de se dire « je suis seule, je bois tant que je peux ». Non. En tout cas, les 9 autres sessions, non. D'accord, merci. C'est pour demander, est-ce que l'alcool peut être influencé par les origines ou quoi? L'addiction à l'alcool influencée par les origines, oui. Oui, justement, on revient à cette petite machine qui détoxifie l'alcool. Chez les personnes asiatiques, généralement, elle fonctionne moins bien que le reste du monde. Voilà, c'est une particularité génétique. Maintenant, les études, il y a des différences entre les hommes et les femmes, il y a des différences génétiques généralisées, mais au niveau ethnique, je veux dire, c'est celle-là qui me vient la première à l'esprit, c'est plutôt les profils type asiatiques qui consomment moins d'alcool puisqu'ils le détoxifient moins bien. Alors je me déplace un peu parce qu'il y a d'autres questions plutôt sur la droite. Moi, je me demandais, est-ce que ça faisait la même chose avec les alcools à 0% ou pas? Les 0%, il n'y a pas d'alcool du tout. Donc, zéro effet. Zéro alcool, zéro effet. Mais est-ce que c'est vraiment 0%? C'est vraiment 0%. En tout cas, si c'est écrit sur la bouteille 0,0, c'est 0%. Est-ce que s'il y a 0,1% d'alcool, ça peut donner des effets psychologiques et tout ça si on en abuse ou pas? Ça n'a pas été étudié, mais à 0,1%, on est quand même. C'est quasiment impossible d'atteindre des niveaux de binge drinking parce qu'il faudrait boire des litres et des litres et des litres. Donc j'ai envie de dire que cette partie-là, c'est dommage que ce n'est pas 0,0. Toujours privilégier le 0,0, mais si on est à 0,1, il y a peu de risques d'arriver à des niveaux suffisants pour abîmer le cerveau. Ok, merci. Quand vous dites que les hommes supportent mieux l'alcool que les femmes, vous les prenez d'où les informations? Bien, c'est des informations qui ont été collectées. Donc, c'est, comme je l'ai dit, pour la corpulence, les hommes en moyenne sont plus grands et plus forts que les femmes. C'est comme ça. Donc, il faut plus d'alcool pour en ressentir les mêmes effets. Le pourcentage de graisse, puisque l'alcool va plutôt vite dans les tissus graisseux et rester dans les tissus graisseux. Donc, les femmes sont désavantagées de ce côté-là. Et alors, cette petite machine qui détoxifie, qui est moins efficace chez les femmes que chez les hommes.
Mais ce qui est intéressant quand on compare hommes et femmes, en tout cas au niveau de la consommation d'alcool, c'est que, en gros, les hommes et les femmes boivent pour des raisons différentes. On va plutôt voir des hommes qui vont boire de l'alcool pour arriver à un sentiment positif, donc pour privilégier de se sentir bien. Et les femmes, elles vont plutôt consommer de l'alcool pour fuir un sentiment négatif. Donc ça, évidemment, c'est pas noir et blanc 100%, mais généralement, les hommes recherchent plus un effet positif, les femmes fuient un effet négatif. Merci. J'avais une question, ouais. Mais c'est moi qui vais poser la question là, tranquille. Est-ce que l'alcool, c'est plus dangereux que les puffs pour les jeunes? Que les puffs? Oui, que les puffs. Les cigarettes électroniques. Je ne suis pas du tout experte en cigarettes électroniques, mais en tout cas, ce que j'ai retenu des quelques études que j'ai lues, c'est que c'était pas meilleur que c'était quand même très dangereux. Voilà. Mieux vaut ne rien utiliser du tout que. Est-ce que. C'est pas vraiment comparable, puisque les puffs elles sont là pour remplacer la cigarette. Est-ce qu'on consomme plus d'alcool quand on puff, comme les gens qui consomment plus d'alcool quand ils fument? Je ne saurais pas répondre. Je pense que c'est pas comparable parce qu'on n'est pas du tout dans la même. Les deux sont à éviter, de toute façon. Je crois que c'est la meilleure réponse, c'est que autant l'alcool que le puff, qui sont souvent utilisés ensemble, sont à éviter. Ok, merci. Qui a inventé l'alcool? Je ne vous entends pas bien. Qui a inventé l'alcool? Qui a inventé l'alcool? Oui. Eh bien, je pense que dans le temps des cavernes et compagnie, ce sont des fruits pourris qui ont donné de l'alcool au départ. Et consommer de ces fruits pourris, ça donnait un sentiment de bien-être aux hommes préhistoriques. Et en fait, la consommation d'alcool, c'est depuis la nuit des temps. Vraiment. Attends, d'abord elle. Du coup, j'ai une question. Les femmes qui font des dénis de grossesse, du coup, leurs enfants, parce que comme elles ne savent pas qu'elles sont enceintes, elles boivent, mais du coup, les enfants, ils sont moins en bonne santé. Mais, et du coup, ils ne peuvent pas éviter ça. Du coup, comment ils font les enfants après? Ça, malheureusement, c'est un problème, puisqu'on dit aux femmes enceintes de ne pas boire d'alcool, mais si elles ne savent pas qu'elles sont enceintes et qu'elles consomment de l'alcool, ou d'autres drogues, hein, c'est bien malheureux pour le fœtus. Et oui, ça a des effets sur le développement du bébé. Ça dépend de la quantité, de la fréquence. C'est sûr que des bébés d'alcooliques auront des gros soucis plus tard. Et c'est malheureusement un problème qu'on ne sait pas réglementer. D'accord, merci. Du coup, moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous donnez des prénoms aux souris? Non. Ah, ok. Non, parce que sinon, on va rentrer dans un système de... Ça risque d'être un peu malsain, je pense. Nos souris ont des numéros, par contre. Donc, elles sont bouclées. Elles ont chacun un petit numéro pour les reconnaître, pour savoir de qui on parle, pour nommer leur consommation d'alcool. Mais non, pas de petits noms. Est-ce que vous avez des liens affectifs avec les souris? Vous savez, dans ma situation, c'est des animaux qu'on utilise. Alors, on les traite toujours avec respect et douceur, mais ce ne sont pas des animaux domestiques. Donc, on ne va pas passer notre temps à les caresser. Alors, oui, on les prend en main pour les habituer. On les laisse venir sur nos mains, etc. Mais on essaie de garder une distance, puisque ces souris-là, elles vont être utilisées à des fins d'expérimentation animale. Et si c'est pour se briser le cœur à chaque fois qu'on utilise une souris, ça ne vaut pas le coup. J'ai une toute dernière question. Est-ce qu'après, quand vous avez fait une expérience, ils restent avec vous dans le sens où vous le remettez dans la nature? Ah non, ils vont rester au laboratoire. On ne peut pas les mettre dans la nature parce que ce sont des souris qui sont nées en laboratoire, qui sont nées en cage. Et si on les lâchait dans la nature, elles seraient tout simplement incapables de survivre. Ok, d'accord. Elles n'ont aucune idée de ce que c'est que la prédation. Elles ont toujours été nourries et soignées. Voilà, mettre ces souris-là dehors, ce serait vraiment horrible pour elles. Ok, d'accord. Moi, j'ai une question. Est-ce que si vous avez des enfants,
Est-ce que vous allez leur interdire de boire de l'alcool et sinon pourquoi? Justement, j'ai 3 enfants et c'est plutôt mon mari qui dit toujours pas d'alcool avant 21 ans. Alors on va voir ce qui est réalisable, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer d'éviter ce qu'on voit dans la plupart des familles, c'est ce petit verre de bulle qu'on donne à Noël pour l'adolescent. Tiens, la petite, elle a 13 ans, elle peut boire un verre d'alcool, c'est pas grave. C'est des choses qui sont très, très courantes dans la plupart des familles. Moi, évidemment, en sachant tout ceci, non, il n'y aura pas de petit verre d'alcool à Noël avant, en tout cas, le plus tard possible, idéalement 21 ans. Idéalement 21 ans, dans le meilleur des cas. On va voir ce qui est possible. Bonjour, moi je voulais savoir si pour les personnes qui ont déjà des troubles anxieux ou dépressifs, l'alcool c'était plus dangereux ou pas. L'alcool ne va rien améliorer, ça c'est sûr. Risque de masquer des symptômes et au final d'empirer la situation. Donc les gens qui ont déjà des troubles d'anxiété ou des troubles dépressifs au départ, l'alcool font partie des personnes à risque et qui doivent encore plus éviter l'alcool que les personnes qui n'ont pas ce genre de troubles. Ok, merci. Bonjour, ma question c'est est-ce qu'on peut vraiment détoxifier le foie après des années de consommation ou les dommages sont permanents? Pour le foie, c'est réversible jusqu'à un certain moment, donc il y a plusieurs étapes dans la dégradation du foie. Mais quand on arrive à la dernière étape, la cirrhose, là c'est irréversible et le seul moyen de survivre, c'est d'avoir une greffe de foie. Au niveau du cerveau, généralement, chez les personnes alcooliques, une fois que le cerveau est abîmé, les cellules du cerveau, elles ne se régénèrent pas. Donc les neurones qu'on a perdus, on ne les récupérera jamais. Voilà, le foie il se régénère jusqu'à un certain point. Quand on est trop loin, on ne sait plus rien faire. D'accord, merci. J'essaye de donner la parole à des élèves qui n'ont pas encore parlé, mais je reviens vers ceux qui ont déjà posé des questions. Pourquoi ces souris-là, elles aiment l'alcool? Excellente question. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Au niveau génétique, on n'a pas de... Le problème de l'alcool, c'est que il y a 50%, l'alcoolisme, c'est qu'il y a 50% de génétique. Donc, quand on vient d'une famille d'alcooliques, on est beaucoup plus à risque qu'une famille de non-alcooliques. Donc, il y a 50% génétique et les autres 50%, c'est physiologique et environnemental. Donc, nous, ce qu'on étudie, c'est la partie physiologique. On est plus ou moins qu'à 25% du pourquoi on devient alcoolique. Mais bon, c'est déjà une partie. Et au niveau génétique, le problème, c'est qu'il n'y a pas de gène identifié. Ce n'est pas comme dans certaines maladies où on se dit ce gène-là, il est muté, hop, je vais être malade. Ce gène-là, il est muté, je vais être malade. Dans l'alcoolisme, malheureusement, il y a des centaines de gènes qui sont impliqués, qu'on a identifiés, et ils participent tous à une petite partie de l'alcoolisme. Et ça rend vraiment les études génétiques hyper compliquées puisque c'est très large et que chaque gène a un petit effet. Donc oui, il y a des différences génétiques de ces souris-là par rapport à d'autres, mais elles n'ont pas encore été exactement identifiées. On les utilise, nous, comme modèle, et ces souris sont une lignée qui est bien connue en recherche et qu'on utilise principalement pour les travaux sur l'alcoolisme. Si par exemple les enfants de 12 ans commencent l'alcool, est-ce qu'ils arriveront à arrêter? Alors, ça c'est propre à chacun. Maintenant, commencer à boire de l'alcool avant 13 ans, comme je l'ai montré dans l'étude, ça augmente fortement les chances de développer une dépendance alcoolique à l'âge adulte. Alors, ça ne veut pas dire que tous les enfants qui boivent de l'alcool avant 12 ans vont devenir alcooliques à 100% sûrs à l'âge adulte. On est dans des prévalences, dans des estimations, mais il est clair que c'est déjà un mauvais départ dans la vie. Si en plus on a un environnement d'une famille alcoolique, et si on est un peu prédisposé à ce genre de soucis, eh bien, il faudrait
mieux éviter. Et si on se rend compte, par exemple, si on se dit, moi, je rends compte que j'ai bu de l'alcool très tôt, il faut peut-être simplement se dire, je suis plus à risque, donc je dois faire plus attention que mes comparses. Et en soirée, quand on va me dire, vas-y, reprends un verre, moi, je suis plus à risque, donc je ne reprends pas ce verre et je n'en suis pas gênée. C'est pour ça, pour moi, c'est la réponse la plus appropriée. Est-ce que vous saurez expliquer pourquoi, quand on prend des médicaments et qu'on boit pendant qu'on prend et on a une médication, c'est plus rapide ou plus violent que si on n'en prend pas? C'est rapport avec cette petite machine de détoxification qu'on a dans le foie, qui elle fonctionne bien en temps normal, mais si on lui demande trop, elle ne peut fonctionner qu'à un certain régime. Quand elle est à full régime, si on lui rajoute en plus de l'alcool qu'elle doit aussi détoxifier, elle n'y arrive pas. Et donc, ces médicaments et cet alcool, ils restent plus longtemps sous forme non détoxifiée et donc sont plus toxiques. C'est simplement... il y a trop de travail d'un coup pour la petite machine du foie. Si une personne alcoolique est enceinte, est-ce que après le bébé va devoir être sevré ou quoi que ce soit? Alors ça, c'est pas bien montré. Pour ce qui est des drogues dures comme la cocaïne, l'héroïne, il y a un sevrage. Le bébé est en crise de manque, c'est terrible, c'est vraiment terrible à voir. Et on doit lui donner des substituts de méthadone, par exemple, pour petit à petit diminuer son addiction. Pour l'alcool, on ne donne pas de l'alcool à des bébés de mères alcooliques pour diminuer son addiction, parce que les symptômes de sevrage sont moins visibles, en tout cas chez les bébés. Chez les bébés qui naissent de mères héroïnomanes, par exemple, si on ne lui donne pas de la méthadone, il peut aller jusqu'à en mourir, parce que ces enfants, ils crient, ils surchauffent, ils sont en douleur. C'est vraiment de la douleur pure et dure. Avec l'alcool, on n'a pas ce genre de problème. En tout cas, c'est pas visible. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas, mais en tout cas, c'est pas visible et c'est pas traité de la même façon que la cocaïne ou l'héroïne. C'est moi. Si l'alcool, ça cause autant de décès et de maladies, pourquoi dans les pubs, la musique et tout, c'est autant glorifié? Pourquoi est-ce que c'est l'argent qui dirige le monde? C'est un peu c'est le problème, c'est que l'alcool est associé dans beaucoup d'images à la fête, à la virilité même, par exemple. Quand on pense aux anciennes pubs, je pense que c'est plus trop le cas, mais qui disent Jupiler, les hommes savent pourquoi. En fait, non, parce que la bière, ça n'aide pas à être un homme. Ça provoque justement plutôt des problèmes au niveau des parties intimes. Mais c'est l'idée reçue générale qui ont été véhiculées par les entreprises qui vendent de l'alcool, bien sûr. Donc il faut aller contre elles et ça prend toujours un peu de temps quand on va contre des choses qui rapportent des sous. En fait, j'avais une question parce que vous voyez les gens qui sont addicts. Oui. Vous voyez les gens qui sont addicts à l'alcool et tout, on peut dire ils peuvent avoir des problèmes, genre comme vous avez expliqué, on va dire les trucs, je sais pas, troubles d'attention, nanani, nanana. Bref, en gros, du coup, imaginez un jour, ils prennent pas assez d'alcool qu'ils prennent d'habitude et qu'après il faut une crise ou un truc comme ça. Vous voyez, on peut dire ils peuvent se faire mal et avoir des problèmes. Encore. Et du coup, je voulais savoir si vous avez des remèdes ou des trucs pour ça. Alors, une fois qu'on est dans l'alcoolisme, l'alcool, il endort le cerveau. Donc, on a tout ce qui est excitabilité et endormissement. Je vais dire, on a la balance normale. Et plus on consomme de l'alcool, plus ça endort le cerveau. Et le cerveau, il n'aime pas trop être endormi. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se remettre à niveau tant qu'on consomme de l'alcool. Et quand on arrête de consommer de l'alcool, qu'est-ce qui se passe? La balance part dans l'autre sens et on est trop en excitabilité. Et donc, c'est la crise de manque, les tremblements, l'énervement, l'irritabilité, tout ça, c'est en fait le cerveau qui est en manque parce qu'il s'est habitué à la consommation d'alcool. Et donc, il s'est habitué. Voilà, c'est la balance qui change. Conseil, malheureusement,
il faut se rendre compte qu'on a un problème d'alcool et il faut aller chez des gens concernés, se rendre dans un centre d'alcoolologie, aller en parler, surtout en parler et trouver un traitement, parce qu'il existe des traitements. C'est juste souvent compliqué de faire la démarche de chercher un traitement. Madame, ici. Moi, je me demandais, est-ce qu'une personne alcoolique ressent les mêmes effets quand elle est saoule qu'une personne qui boit pour la première fois? Excellente question. En tout cas, il va lui falloir beaucoup plus d'alcool que quelqu'un qui boit pour la première fois. J'ai envie de dire, celui qui boit et qui a ce sentiment d'anxiolytique par l'alcool, pour le retrouver chez un alcoolique, il va lui falloir quelques bouteilles. Et les effets délétères de ces bouteilles d'alcool sur le reste du corps sont bien pires. Donc il va chaque fois boire plus pour retrouver les mêmes effets, mais je doute qu'il les retrouve jamais. Merci. Est-ce qu'on peut avoir une overdose d'alcool? Oui, l'overdose d'alcool, c'est le coma éthylique. Donc on peut en mourir, soit étouffé dans son vomi, soit parce que le corps oublie de respirer. C'est les deux façons dont on peut mourir par trop d'alcool. Et il y a certaines stars qui en sont mortes, comme Amy Winehouse par exemple, étouffée dans son vomi. Pourquoi des fois on dit que genre, quand on boit trop le soir, on oublie ce qu'on a fait le soir même? C'est l'effet neurotoxique de l'alcool. Parce que le cerveau c'est un peu endormi et ne se souvient plus, tout simplement. On parle des trous noirs ici. Pour arriver à des trous noirs, il faut déjà avoir dépassé de loin le binge drinking. Donc, à ceux à qui c'est déjà arrivé, cette quantité est extrêmement, beaucoup trop grande et surtout très dangereuse parce que c'est là qu'arrivent les accidents. Donc, on est sur de la toxicité aiguë sur le cerveau et ça peut provoquer la mort de neurones. J'ai une question. Mais quand, par exemple, on connaît une personne qui est alcoolique, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la personne, pour qu'elle arrête de boire? Pour aider la personne alcoolique, il faut, en fait, le premier pas vers la guérison, c'est se rendre compte qu'on a un problème d'alcool. Donc, c'est peut-être discuter avec la personne et l'inciter à chercher de l'aide chez les professionnels. Donc, il y a des centres d'alcoolologie à Liège, le centre Louis Lié, par exemple. Il y a des psychologues, des psychiatres qui peuvent rediriger vers des centres de détoxification. Mais la première chose, c'est d'en discuter et il faut que la personne d'elle-même se rende compte qu'elle a un problème. Sinon, malheureusement, on ne sait rien faire.